Salut à tous et bienvenue pour le talk show, un talk show spécial après la victoire de l'Olympique de Marseille à Saint-Étienne. Voilà, on avait envie, alors on vous doit la vérité parce que vous êtes un fidèle public sur le Phocéen. L'émission n'était pas prévue au départ, mais une victoire à Saint-Étienne, c'est quand même une victoire à Saint-Étienne. Donc j'ai appelé le patron, j'ai dit écoute, laisse-moi faire quelque chose, on se débrouille. Voilà, le temps d'organiser tout ça et on est là avec bien sûr mes fidèles soutiens qui sont toujours là dans les moments difficiles, dans les bons moments, ils sont là toujours quand il y a à manger, quand il y a à boire. Stéphane Bringuier. Allez, bonsoir Romain, bonsoir à tous. Directeur des opérations du Phocéen, merci d'être là. Et Najet Rami, la supportrice que tout le monde s'arrache, notamment les plateaux d'ITélé. Salut Najet. Salut à tous. Voilà, alors comme je vous le disais, on va revenir ensemble, voilà, c'est un petit plateau restreint. Une tablée d'amis, on va dire ça. On va prolonger le plaisir de cette victoire hier à Saint-Étienne. Ça n'arrive pas si souvent que ça. La dernière victoire, c'était en 2009. Donc, on va débriefer ensemble cette victoire de l'OM. Stéphane, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'y attendais? Parce qu'on sortait quand même d'une défaite très, très pauvre face à Nice. M'y attendre, non. Je me suis mis face à mon téléviseur en me disant à quelle sauce on allait être bouffé cette fois-ci, parce que c'est vrai que l'impression qui ressortait de Nice, c'était déjà un ennui extrême face au match, mais en plus une absence totale d'envie et comme l'avait dit d'ailleurs Mendy, d'envie et de comment il avait dit, d'envie et de détermination, voilà. Donc une absence totale de tout ça et je l'ai vécu vraiment bien. Bon, on rentrera dans le détail dans la deuxième partie, mais parce que j'ai revu enfin une espèce de pressing qui nous ramenait presque la saison dernière, un pressing assez haut de la part de la ligne offensive, des joueurs qui ont quand même du mal à se trouver, mais qui ont mouillé le maillot. Donc je me suis régalé face à ce match. On a eu énormément de réussite, ça aussi ça change. Parce que c'est vrai que le match aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Oui, tu dis qu'on a eu énormément de réussite. C'est vrai, Nachet, c'est quand même la réussite, on a coutume de dire, la réussite, ça se provoque. Là, on a vu des Nkoudou qui frappent au but. Le centre de Djadjidji, il y a 3 Olympiens dans la surface. On a une équipe qui provoque sa chance, qui croit en son destin. Ça fait plaisir, ça, quand même. Non, c'est sûr. C'est ce que tu dis, hein, c'est que la chance, ça se provoque. Et on a eu une équipe hier. Donc, il y a les 15 premières minutes où c'est vrai que Saint-Étienne a pas mal attaqué. C'est ce qui a fait aussi qu'on avait pas mal d'espace et qu'on a pas mal joué et allé de l'avant. Donc ça a permis justement aux Olympiens de beaucoup attaquer. On a beaucoup d'espace. Après, oui, la chance, on l'a eu parce que justement, il y a eu des tirs, notamment celle de la Sanadiara, qui a juste été énorme hier. On a tendance à dire qu'une équipe dépend d'un joueur. Alors pour moi, c'est Diarra. Il est là. On rappelle qu'il n'était pas là d'ailleurs. Je parlais d'une rencontre pauvre contre Nice. On rappelle qu'il était pas là. Et puis quand on dit que, moi, c'est vrai que quand on a commencé le match, on savait pas à quoi s'attendre, mais moi je me suis pas dit il va y avoir une défaite parce que c'est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Et justement, j'ai plus tendance à croire qu'elle va être au rendez-vous face aux grandes équipes. J'entends, mais voilà, on va dire les grosses équipes du championnat, Saint-Étienne, Lyon, Paris. Sur les dernières journées avant la phase aller, il reste Monaco, il reste Bordeaux, il reste Montpellier. Oui, voilà, mais je veux dire sur Paris et Lyon, même si le résultat n'était pas là, on a quand même vu de belles choses. Donc pour moi, quand on a commencé le match contre Saint-Étienne, j'étais pas forcément pessimiste. Je savais pas à quoi m'attendre, mais en l'occurrence, une équipe qui joue, ça aide. Et c'est vrai qu'à domicile, c'est ça le problème, c'est que les équipes, elles défendent. Et du coup, on a un peu plus de mal. Tu parles de la Sanadiara, un des tops du match. Alors, on lui a mis de 9 de 9. Hier. C'est quand même pas souvent sur le Phocéen. Ce que j'expliquais dans les top et flop, Stéphane, c'est quand même. Il faut pas banaliser ce genre de performance. C'est pas parce qu'on a l'habitude de voir la Sanadiara fantastique qu'il faut arrêter de le dire. Il y en a un autre qui a été très bon, c'est Steve Mandanda. Est-ce que justement, c'est pas un peu inquiétant de se dire qu'au final, l'OM gagne, mais a un très bon gardien? Est-ce que Mandanda ne masque pas certaines difficultés de l'OM, à ton avis? On a eu coutume de dire depuis de nombreux mois que Mandanda n'était pas décisif. Pour être une top équipe en Ligue 1, même en Ligue 1, il faut avoir un gardien qui rapporte des points. Et Mandanda, hier, a enfin fait le taf. Parce que ça lui a permis justement de faire la différence. Il nous a sorti des frappes et des occasions qui étaient vraiment décisives, en tous les cas. Et au-delà même de la Sanadiara et de Mandanda, moi, j'ai trouvé dans cette équipe, parce que je ne l'avais pas vu jusqu'à présent, une véritable colonne vertébrale, avec un gardien, un Nkoulou
haut niveau. Rekik. Rekik, dont on parlera tout à l'heure, mais effectivement qui était aussi haut niveau. Mais Lassana, Mandanda, Nkoulou, Diarra, Kabela. Et Batshuayi, qui est là aussi, on en discutera, mais qui, mine de rien, est efficace. À l'exception des deux extrémités, on parle de joueurs qui étaient absents contre Nice. Au final, c'est vrai qu'après la défaite de Nice, on s'était dit les absents, c'est pas forcément une excuse. On se rend compte là que finalement, c'est vrai qu'avec ces joueurs-là, la donne change. Avant de passer à la deuxième partie sur vraiment la compo de Mitchell, Nachet, est-ce qu'au classement, on y croit? J'ai vu Daniel Riolo qui disait finalement la deuxième place n'est qu'à 7 points. Est-ce que là, alors qu'on se disait qu'on était une équipe de seconde partie de tableau il y a 15 jours, est-ce que là, finalement, on est relancé? Oui, de toute façon, je le disais dans des talks précédents, c'est que dans un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, mais tu gagnes 2 matchs, tu vas être en première partie de tableau, tu perds 2 matchs, tu vas être relégable. On le voit avec le Gazélec qui enchaîne 4 victoires, ils sont devant nous, non? Non, ils sont à 3 points, mais bon. Heureusement. Non, mais dans tous les cas, c'est vrai, on a 7 points de Lyon, c'est ça? 7, c'est rien du tout. 7, c'est rien du tout. Donc oui, on peut y croire, comme on peut ne pas y croire, parce que dans tous les cas, voilà, maintenant, ce qu'on veut, c'est une équipe qui confirme. Donc le très bon test, ça va être Monaco à domicile, parce qu'on a des difficultés à domicile. Ça doit faire 2 mois qu'on n'a pas gagné à domicile en championnat. Oui. Donc, à nous de confirmer. La dernière victoire, c'était Braga, bien sûr, en Europa League. Oui, mais en championnat. Donc, c'est à nous maintenant de confirmer, parce que le problème, c'est qu'on est trop irrégulier. On gagne un match, on perd. Voilà. Et le sentiment d'ailleurs qui ressort de ce match, c'est de l'espoir. D'ailleurs, tu as écrit un papier qu'on a sorti aujourd'hui. On passait du néant absolu contre Nice, et avec beaucoup d'espoir. Et je pense que l'important, c'est que les supporters sont sortis de ce match d'un coup en se disant, mais finalement, la saison, elle est peut-être pas terminée. Mais ça passe, comme le disait Najat, par une confirmation contre Monaco dès dimanche. Et puis on commence. C'est ce championnat, parce qu'on voit que Lyon est second, et on sait que Lyon est passé par déjà, j'ai l'impression, 4 crises depuis le début de la saison. Donc si c'est eux, ils sont à la seconde place, il y a quand même l'occasion de les ramener. Je regardais, et ce sera pour conclure cette partie, le classement. L'OM est le 4e meilleur goal average. Je me souviens que en fonction des adversaires qu'on rencontre, forcément, on ne sait pas trop. Alors l'OM n'a pas affronté encore le Gazélec, mais on voit quand même qu'il y a le goal average a une certaine importance pour la tenue générale, et l'OM est le 4e goal average, qui laisse quand même à penser que sur le long terme, il y a quand même l'opportunité de remonter. Voilà, ne perdons pas espoir, et ne perdons pas espoir grâce à l'équipe olympienne. On va voir tout de suite la compo de Mitchell, si la compo alignée à Saint-Etienne peut tenir la route pour, on va dire, une bonne partie de la saison. Mitchell, vous l'aurez remarqué, Mitchell n'a pas tweeté avant le match. C'est un petit jeu. On aime bien les photomontages de Mitchell. Là, il ne l'a pas fait avant le match. Bon, c'est pour mieux sortir le lendemain son site internet. Ça, c'est mis de côté. Mais plus sérieusement, avant le match, par contre, il a fait des choix. Il a fait une composition d'équipe avec 3 arrière droits quand même de formation dans le 11. C'est pas commun. Et il a fait des choix qui sont payants, parce que l'OM a joué. L'OM a été séduisant. On va commencer par le premier, qui est le retour, la sortie de placard de Brice Djadjedje. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Najat? Il a fait un bon match. Donc décisif sur l'ouverture du score, exactement, de manière spectaculaire. Après, sur la compo en général, le problème, c'est qu'on a mis 2 mois à trouver une défense centrale. Donc j'espère que maintenant, il ne va plus bouger Rekik à côté d'Nkoulou. Ça, c'est mon premier souhait. Et après, donc là, on a encore vu Isla au milieu. Est-ce que c'est quelque chose qui va garder? Je n'ai pas été convaincue. Alors oui, c'est vrai que Lucas Silva, en ce moment, il a pas mal de difficultés. Mais moi, je préfère le voir à côté de Diarra. Après, devant, oui. Parce que je me réfère, Stéphane, aux paroles des grands coachs qui parlent toujours de complémentarité. Est-ce que Isla, je vais être honnête avec toi, avec vous, Isla, je ne l'ai pas spécialement regardé dans le match, je n'avais pas un œil que sur lui, mais j'ai eu du mal à le voir sur de très nombreuses actions. Ceci dit, Diarra a fait un match exceptionnel. Est-ce que ce n'est pas quand on est associé
à un homme de l'ombre comme Isla qu'on peut permettre à un joueur comme Lassana Diarra de briller. Est-ce que tu y crois, toi, cette association qui est bénéfique au final à l'international français? C'est une possibilité, effectivement, et peut-être que le travail dans l'ombre de Isla a permis à Diarra de se projeter un peu plus vers l'avant par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. C'est vrai qu'on l'a vu un peu plus entreprenant dans le cassage des lignes notamment, ce qui nous manquait cruellement jusqu'à présent. Après, je pense que dans l'analyse générale, c'est surtout que les absents ont vraiment tort sur ce match. On le dira pour Lucas Silva, parce qu'on s'aperçoit qu'un Isla pas forcément non plus ultra performant fait oublier totalement Lucas Silva. C'est un peu la même chose pour Rolando. Aujourd'hui, le duo Nkoulou-Rekik est indéboulonnable. Rolando ne doit plus apparaître. Et c'est encore plus flagrant pour Manquillo, qui n'est pas arrière-gauche de formation et qui a complètement éclipsé de l'idée même de titulariser De Séglier. Donc, alors reste quand même... Et enfin Barada qui oui. aujourd'hui est oui, j'y tiens, c'est qu'enfin Barada a sa place sur le banc. T'es d'accord avec moi, Najette, parce que Cabella apporte enfin cette percussion et ce lien qui manquait entre le milieu de terrain et l'attaque marseillaise. Alors tu parlais de Manquillo en arrière-gauche, j'ai trouvé très bon Javier Manquillo, notamment ce que je regarde puisque je joue. Vous le savez tous, le même poste. La distance avec son attaquant, il était très bon au marquage, toujours très proche dès que son vis-à-vis recevait le ballon. Ça fait penser d'ailleurs qu'il y a un autre arrière-droit espagnol qui est reconverti avec succès à gauche, qui s'appelle César Azpilicueta. Benjamin Mendy, qui est quand même, il ne va pas sortir après un match de suspension vu son début de saison. Mais quand même, quand on voit Manquillo, JJJ, il y a vraiment, là, il commence vraiment à être à se détacher, 3 pour 2 postes, non ? Complètement. Ils sont vraiment 3 pour 2 postes. Dommage pour les autres, mais tant mieux pour nous. Et concernant, alors, on parlait de Isla, tu me parlais des absents qui ont tort. Il y en a un, par contre, qui du coup est quand même tranquille sur son absence, c'est Romain Alessandrini. Alors, bien sûr, Romain Alessandrini était blessé, mais son remplaçant, Lucas Ocampos, a fait du Lucas Ocampos. Il y a eu beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, pour reprendre les termes de Benjamin Mendy. Mais en termes de justesse technique, c'est toujours pas ça, Najette. Comment tu as perçu, toi, le match de Lucas Ocampos? T'es satisfaite ou pas de sa prestation? Non. Très compliqué pour lui hier. Tout ce qu'il a entrepris, il a raté. Il y a eu 2-3 pressings quand même intéressants. Oui, sur le second but, c'est lui qui va presser. Encore heureux qu'il y ait quelques trucs oui, qui soient bien. Soit sur le terrain pour quelque chose. Non, honnêtement, c'est très insuffisant. Et dès qu'Alessandrini va revenir, sa place, elle sera sur le banc, malheureusement pour lui. Mais voilà, il n'est pas performant. Il n'est pas performant. Et du coup, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Mitchell soit convaincu de ses prestations. On l'a vu même sur le banc où il était pas mal agacé, quelques pertes de balles et puis sur quelques gestes techniques. Non, j'ai pas du tout aimé sa prestation. Puis il y a cette talonnade ratée. Alors heureusement que ça se conclut en but. On a l'impression qu'il doit en mettre une à chaque. Pas forcément que au Campos. Donc là, forcément, on parle que de la victoire et c'est tellement rare que forcément on est tous contents. Mais moi, en première mi-temps, je trouve pas que devant. Alors c'est pas pour faire la pessimiste ou quoi, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé non plus que la cohésion entre les attaquants devant, ça sautait aux yeux. Il y a pas mal de choses qu'on rate. Alors hier, on avait la chance de notre côté, mais le problème quand on voit nos matchs précédents, c'est que justement, face à certaines équipes, tu as une occasion, il faut marquer. Et là, je pense que ça va poser problème. Alors là, ça va d'autant plus poser problème que l'OM, alors qu'au départ, on parlait d'un 4-3-3, on va rentrer un peu dans la tactique. Au départ, on parlait à l'OM avec Mitchell d'un 4-3-3 avec un 6, un 8, un 10. C'était les termes de l'entraîneur espagnol trahi en conférence de presse par Benjamin Mendy qui nous avait expliqué ça. Là, clairement, avec une association Isla, Lassana Diarra au milieu, on est sur presque un 4-2-4, enfin le 4-2-3-1 cher à Ibop, on y est là parce que c'est vraiment l'équipe est coupée, les 4 éléments offensifs, on s'appuie sur un quatuor devant pour faire la décision et la décision vient de ces 4-là, hormis phase sur coup de pied arrêté comme la frappe de Lassana Diarra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ce quatuor-là, donc en espérant à terme voir Alessandrini à la place d'Ocampos, est-ce à votre avis, avec ce quatuor-là, on est armé pour retrouver les premières places de la Ligue 1, qu'on évoquait tout à l'heure? Il y a un réel manque de complémentarité devant. Alors, ce qui est le point très positif, c'est qu'on les a à de très nombreuses reprises vus tous les 3 dans la surface de réparation, jusqu'à se gêner, notamment Batshuayi et je crois que c'est Ocampos. Là, à un moment donné, ils sont à 2 pour la reprise et ils se gênent. Ils auraient pu mettre un but, mais je crois que c'est un réel manque de complémentarité entre les 3. On espère le retour de Alessandrini. Enfin, on espère. Quel Alessandrini? Le problème, c'est toujours pareil, c'est que s'il est il revient quand d'ailleurs?
on a encore le temps, mais effectivement, il n'y a personne à droite. Bon, alors par contre, à contrario, on est très content d'avoir trouvé un titulaire à gauche. Parce qu'on sera tous d'accord pour dire que Nkoudou Il a vraiment gagné sa place, pour le coup. a gagné sa place, est en réussite, donc il ne faut pas s'en passer. Et c'est là où on va voir justement quelle va être la stratégie de Mitchell avec ce match au milieu de semaine là qui nous emmerde pas mal parce que. Bah, écoute, c'est parfait. Voilà, C'est magnifique parce que tu m'offres une transition parfaite. On va passer de suite à ce match parce que le calendrier de l'OM va vite. Nous allons, nous aussi, aller très vite et se projeter directement sur la rencontre contre Groningen. Alors, on va pas dire Groningue, hein, voilà. On va rester sur Groningen qui viendra jeudi soir au Vélodrome. Et oui, c'est le retour de l'Europa League aussi. La qualification de l'Olympique de Marseille est encore possible dans cette poule de l'enfer avec le Slovan Liberec, le terrible Braga, le terrible cordonnier de Braga. C'est comme ça que j'ai envie de les appeler. Najet, Stéphane, cette Europa League, ce match qui arrive contre Groningen, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'abordez? Notamment bien sûr en termes d'équipe, est-ce qu'il faut mettre l'équipe type, est-ce qu'il faut faire tourner, si oui à quel poste? Je vous rappelle que l'OM joue derrière contre Monaco dimanche en championnat. C'est un indice pour vous chez vous en région, vous en faites ce que vous voulez. Najet. Non, déjà je voudrais poser une question à Steph, savoir pourquoi ce match est emmerdant. Il est emmerdant parce que la logique voudrait que les automatismes commençant à être aperçus, on aimerait voir reconduire ce 11 type, on est d'accord. Après, c'est ce que je prendrai en compte moi. C'est vrai que sur un Lassana Diarra, je pense que je préférerais le préserver dans ce genre de match. Je pense qu'on sous-estime Lassana Diarra. On a tendance à vouloir le protéger parce que justement, il n'a pas joué la saison dernière. J'aimerais qu'il tienne toute la saison, moi. Mais ne vous inquiétez pas pour lui. Moi, honnêtement, c'est un bien joueur dont je ne m'inquiète pas. Après, les blessures, elles peuvent arriver, mais c'est ça. Non, laissez-le jouer. Je pense qu'il est très épanoui. On parle d'une rencontre contre Groningen, une équipe qu'on a gagnée 3-0 là-bas. À l'aller. Donc, c'est une rencontre où il y a peut-être la possibilité de ne pas non plus énormément courir et plus avoir le ballon et faire tourner. Et puis surtout, l'avantage, c'est 2 matchs à domicile, c'est-à-dire en termes de logistique, de récupération, d'entraînement, d'organisation, beaucoup plus simple pour l'Olympique de Marseille. Najet, toi, tu mettrais l'équipe type sur les 2 matchs? Moi, je mettrais l'équipe type. Alors, la même qu'on a vu contre Saint-Etienne, tout simplement parce que voilà. Avec un retour quand même de Benjamin Mendy, j'imagine. Oui. On ne peut pas quand même l'enlever. Il a quand même été bon depuis le début de saison. Après, non, moi je veux revoir cette équipe parce que même en match, voilà, c'est un match justement les automatismes ils vont se créer. Ça va de mieux en mieux et moi je veux revoir cette équipe. Surtout sur la continuité. Cet attelage, on va dire ça comme ça, Isla Diarra, quoi, pour voir si vraiment c'est vraiment une belle complémentarité. Je suis pas convaincu qu'il remettra Isla jeudi. Moi je vois plus. Il a joué tous les matchs Silva. d'Europa League. Tu vois Romao. Je sais pas ce que je souhaite, attention, mais je vois plus un Romao Silva. Parce que Silva a été remplaçant sur ce match-là et qu'il le sera certainement contre Monaco. Et Romao également, il faut le maintenir sous pression. Donc alors, on a un coup de fil, Stéphane, quand même, en régie de la billetterie. Et c'est pas sympa ce que tu dis. Tu leur rends pas service. Ils ont déjà du mal à remplir le stade. Si en plus, tu leur annonces un Silva Romao. Par contre, alors ce qu'il faut conserver à tout prix, c'est la défense centrale. Parce que eux, il faut qu'ils alignent les performances et que la complémentarité se alors même mette en place. Là, la question, autant je ne vous cache pas que je suis Najet sur l'option Lassana Diarra, qui pour moi est tout à fait apte à enchaîner les rencontres. Autant Nicolas Nkoulou, qui joue toujours avec à peu près 800 grammes de scotch sur le genou. On sait que on commence à rentrer dans les températures hivernales. On s'en fout, il est en fin de contrat. Voilà, usons-le jusqu'au bout. Voilà, c'est une stratégie. Najet, tu es d'accord avec ça? Non, moi sur la charnière, je pense qu'il faut la laisser. Il a raison, Steph. Il faut laisser la charnière, plus la bouger cette fois. Et j'espère que Michel va pas s'amuser à remettre Orlando. Moi, je verrais bien Sparagna, je ne vous cache pas, pour jouer face à Groningen. Je verrais bien. C'est toujours pareil. Ou alors aussi, ça pourquoi pas. Enfin, tu vois, à la place éventuellement de ton fameux Silva Romao. À la place de Romao, je le verrais bien en 6. Mais par contre, les automatismes de la défense, je crois qu'il faut vraiment les préserver. Après, bizarrement, on en revient à la statistique que tu donnais en première partie d'émission. On était, à ce jour, on était la 5e défense et la 5e attaque de Ligue 1. Donc c'est quand même super surprenant par rapport à notre classement. Donc c'est pas si catastrophique que ça. Là c'est pour garder un petit peu de positivisme. Mais par contre, se dégage un 11 type aujourd'hui, depuis ce match contre Saint-Etienne, je serais tenté de dire, parce que jusqu'à présent on pensait que Lucas Silva était indéboulonnable, même si je pense qu'on va le revoir très vite parce qu'il a un certain nombre de matchs à faire dans la saison. Voilà. Donc ça fait partie aussi de cette logique à dire qu'on le verra contre Groningen.
Mais il faut quand même conserver certaines choses et que les joueurs s'entraînent entre eux, notamment le trio d'attaque. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Trio d'attaque, quatuor d'attaque, comme vous voulez. On va conclure là-dessus. Est-ce que on change, on met un joueur, on essaie de relancer un joueur devant? De toute façon, il n'y a pas 500 solutions. Mais est-ce qu'il y a un joueur qui était remplaçant sur le dernier match à qui vous donnez du temps de jeu sur cette rencontre d'Europa League? Bounassar à droite. Barada. Non, mais non. Pourquoi non? Mais non, il est bien. De toute façon, je crois que vous avez, pour moi, vous avez oui, donné on doit les le deux revoir. seules solutions. Voilà, c'est les deux seules solutions. Donc Bounassar, dis-nous vite un mot pour pourquoi Bounassar. Pourquoi Bouna? jeudi Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de trop le voir et que si on le voit pas sur les matchs de Coupe d'Europe comme ça en bois, on le verra jamais. Ou alors peut-être en Coupe de la Ligue avec un peu de chance. Mais je pense pas que ce soit pire qu'Ocampos, voire même qu'Alessandrini dans un mauvais jour. Très bien, Najed, pourquoi Barada? Ben, si éventuellement il faut faire des changements, puisque apparemment c'est compliqué de jouer 2 matchs par semaine chez nous, enfin en France en général, donc autant faire jouer Barada qui n'a pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Et moi, non, je suis pas aussi sévère que vous sur Barada, je suis désolée. Je sais reconnaître quand tu fais des mauvaises prestations, et c'est le cas ces derniers temps. Maintenant, je te suis, c'est un match en bois contre Groningen, donc il faut faire tourner, tant qu'à faire, on le fait jouer. Ok, voilà, vous avez toutes les clés, j'espère, pour suivre cette rencontre, où on espère bien sûr une victoire de l'Olympique de Marseille. La qualification ne sera pas assurée, tout se jouera à Liberec, mais quand même, ça aiderait grandement l'Olympique de Marseille pour regarder déjà vers le tour suivant, où il y a déjà de belles affiches qui peuvent se voir le jour. C'est quand même intéressant de les jouer, ces rencontres. Allez, salut à tous et à bientôt pour un nouveau talk show.